Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice complet, ça va être très long. Exercice complet sur l'étude donc d'une fonction en première spécialité maths. Il y a 5 parties. On a le quoi faire. Donc une première partie. Donc j'ai choisi aujourd'hui donc une fonction polynomiale de degré 3. C'est vraiment du classique pour démarrer vraiment sur les dérivations, sur l'application de la dérivation, à quoi elle sert. Donc on va étudier les variations. On résolvera aussi une petite équation à l'aide de ce tableau de variation. J'ai empiétré un petit peu sur le problème de terminal, comme ça, sur ce qu'on appelle la continuité. Ensuite, partie 2, étude d'une tangente particulière. Donc la tangente sur un point ici d'abscisse 1,5, et position d'entre cette tangente et la courbe. Ça, c'est toujours intéressant. Ça nous fait une belle étude de signe avec une petite factorisation. Trouver ABC. Partie 3, étude de la dérivée seconde. Donc on va dériver f' pour obtenir ce qu'on appelle la dérivée seconde, faire son tableau de signes, trouver le tableau des variations de f', et hors programme de première, on en déduira la convexité. Vous verrez ces informations sur la courbe, et on retrouvera comme ça les résultats de la partie 2. Il nous restera une partie 4 où je tracerai la courbe, ici sur ce petit graphique. J'agrandirai bien sûr, mais avec tous les détails qui sont apparus dans l'exercice. Et ensuite, en partie 4, un petit peu, pour compliquer un peu tout, une recherche de tangentes particulières avec des coefficients donnés à l'avance. Donc, on y arrivera. Donc on est parti, première chose, donc l'étude des variations, on va dériver cette fonction. La première question, alors sur quel ensemble f est-elle dérivable? Alors, la dérivabilité, c'est du cours. On regarde la fonction, on voit ici que c'est une fonction polynomiale. F est une fonction, donc on dit polynomiale de degré 3. Parfois on dit polynôme de degré 3, fonction polynomiale de degré 3. Et on sait que les polynômes, enfin les fonctions polynomiales sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc, vous écrivez dérivable sur son ensemble de définitions, qui est ici l'ensemble moins 1, 3. Sur son ensemble de définitions, ici, moins 1, 3. Voilà. Ça veut dire que partout, en chaque point de la courbe, vous avez une tangente, d'accord, et une non verticale. Ça veut dire que si vous faites un zoom quelque part sur cette courbe, vous aurez toujours l'impression d'avoir devant vous une droite non verticale. La dérivée, c'est très rapide, la fonction est simple. Donc pour tout x dans l'ensemble, moins 1, 3, on dérive. Donc on a moins 2x3, je rappelle que la dérivée x3, c'est 3x2. Donc vous pouvez écrire tout de suite moins 6x2. La dérivée de x2, c'est 2x. Donc comme il y a un 3 devant, ça fera 3 fois 2x, 6x. Ensuite, on dérive 6x moins 2. Donc on peut faire deux méthodes. Soit vous dérivez tout de suite 6x moins 2, ce qui vous donne 6. Sinon, vous dérivez 6x qui donne 6, et vous dérivez moins 2 qui donne 0. Alors on l'écrit jamais, mais là je le mets, et ça donne donc ceci. Moins 6x2 plus 6x plus 6. Voilà. On va maintenant étudier le signe de cette dérivée. Donc tout de suite, c'est une expression du second degré. Donc réflexe numéro 1, important, on factorise si on peut. Et vous voyez bien qu'on peut ici, on peut factoriser par 6. Et ça va me donner moins x2 plus x plus 1. D'accord? Donc tout de suite, on va chercher les racines donc, de f' en cherchant les racines de moins x2 plus x plus 6, parce qu'on sait qu'en factorisant, les racines ne changent pas. Donc je fais un delta avec a égale moins 1, b égale 1, c égale 1. Ceux qui auront fait un delta avec moins 6, 6 et 6 auront des calculs un petit peu plus longs, c'est important de bien le comprendre. Delta b carré, 1 au carré moins 4ac, vous voyez bien que ça fait 5. Donc, de racine réelle, x1, moins b, moins racine de 5 sur 2a, donc sur moins 2, attention, ça me fait 1 plus, alors attention, il y a une fraction, donc hop, 1 plus racine de 5 sur 2, vous voyez ici j'ai simplifié, alors parfois je suis obligé de le refaire au tableau, donc je vais le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous les mots ont disparu? Parce qu'ici en haut, on factorise par moins 1, vous voyez ça fait, donc on met un moins, ça fait moins 1 plus racine de 5, donc les deux moins que vous aviez sont en fait ici dans la factorisation, il y a un moins 2, et là en fait les deux moins vont se simplifier. x2 sera donc 1 moins racine de 5 sur 2. Alors je commence avec une Casio, on changera au fur et à mesure, ici donc je vais prendre moins 1, alors, vous pouvez même remettre ce 2f si vous avez un petit doute sur ce que j'ai fait, regardez, moins 6, je valide, 6, je valide, 6, je valide. Ensuite, solve. Ouais, 1 plus racine de 5 sur 2, 1 moins racine de 5 sur 2. Je note surtout les deux valeurs ici. Et je vais les arrondir donc à 1,6 et 0, et moins 0,6.
Donc, on a f' qui a deux racines, x1, x2. Donc, ici, on a moins 1, 3. Alors déjà, est-ce que les racines sont bien entre les deux? Oui, moins 0,6. Donc, je vais mettre x2 ici, 1,6. Parfait. Ce sont les racines. Donc, de f', on l'a dit, hein, en factorisation n'a pas changé. Donc ici, j'ai 0, j'ai 0. F', c'est une expression du second degré avec un moins x2. Donc, si vous traciez, ça donne une parabole inversée. Donc, ça ferait moins, moins, plus, hein, parce qu'on a deux racines. Donc, le cours, application à la dérivation, ça veut dire que f est strictement décroissante jusqu'à x2, ensuite strictement croissante, puis strictement décroissante. À ce moment, on a partie, parce que c'est une partie, en fait. Il faut prendre sa machine, et on va remplir, hein. Ici, je demandais aux élèves donc de remplir à l'aide de la calculatrice, donc on va aller regarder sur le solver graphique les maximums, etc. Et on va utiliser tout ça. Donc, on commence par la Casio. Donc, vous allez dans le menu graphe, voilà, je valide. Vous rentrez ici l'expression, on utilise bien sûr le x qui est ici. Au niveau de ce qui a un petit peu de mal, ici, il doit être marqué grand Y à chaque fois. S'il y a autre chose, il faut aller régler dans le type. Ici, sur F3, il faut les régler Y égale. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait marqué autre chose ici. Donc, attention. Ensuite, juste, regardez bien votre X. Certains mettent un X un peu différent, hein, alors, parfois. Donc, il faut, et c'est très important, vraiment utiliser ce X-là. Et avoir un Y à cet endroit. Donc là, vous tracez, mais le repère ne sera pas bien cadré. Donc il faut aller cadrer. Pour cadrer, eh bien, ça serait bien déjà d'avoir peut-être quelques indices au niveau des valeurs maximales et minimum. Sinon, vous prenez votre fenêtre, vous reculez. Alors, vous mettez déjà X. Donc on est entre moins 1 et 3, c'est notre domaine. Après, on regarde, on en est où? Ici, vous voyez bien qu'on va pas assez haut, pas assez bas. Donc je reviens sur la fenêtre. Là, on va, alors je sais pas pour l'instant, quand on ne sait pas, on met pas en moins 10, puis on met 50, on verra bien. Voilà, vous avez à peu près tout. Donc, ici, hein, ça serait bien déjà de savoir combien ça vaut en moins 1 et en 3. Et ici, on a l'air d'être, si j'ai mis 50, donc là, vous revenez et vous mettez un petit peu moins. Vous mettez par exemple 20, on verra déjà un petit peu mieux les choses. Voilà, ça commence à être un peu mieux cadré. Donc ici, les choses qu'on peut faire quand vous avez la courbe entière sur le dessin, vous mettez gsolve maximum et ça va placer un point ici. C'est un maximum local, donc en 1,6, donc c'est bon, c'est bien x2, on a à peu près 7,09, donc à peu près 7,1, on s'en rappellera. Et sinon, on peut le marquer tout de suite. Donc là, on va mettre à peu près 7,1. Ou alors vous mettez à gauche ici, f de x1 est à peu près 7,1. f de x2, bien, on va aller chercher un minimum local. Minimum, voilà, en moins 0,6, c'est parfait. Moins 4,1. Donc ici, on met à peu près moins 4,1. Ou vous mettez ici, f de x2 est à peu près moins 4,1. Au niveau des valeurs là, donc vous pouvez rester ici, vous mettez toujours gsolve, vous allez dans l'autre menu à côté, et vous calculez les valeurs de y, en donnant x égale moins 1. Il indique y égale moins 3, donc là je mets moins 3. Ensuite je fais la même chose avec 3, donc j'écris 3. Alors, je crois qu'il faut y retourner quand même. Ou alors peut-être valider, non, on retourne ici au même endroit. X égale 3, voilà, et je trouve moins 11. Mon tableau est cohérent, c'est parfait. Vous pouvez aussi, si vous voulez, aller dans le menu, ici, de table. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un tableau de valeurs, et vous indiquez, donc table, vous mettez les valeurs que vous souhaitez. Si vous voulez la valeur en moins 1, vous écrivez moins 1, et vous avez bien moins 3. Et à côté, vous avez la colonne qui donne les nombres dérivés. D'accord. Si vous n'avez pas cette colonne ici, sur une case en Y', vous allez dans le setup, ici vous mettez Shift Setup, et vous devez descendre ici sur la ligne dérivée, ou dérivative, et activer. Vous mettez activer ou on et off, ça dépend des modèles. D'accord. Donc on ressort, on revient là, vous mettez 3, mais vous aurez 3, vous aurez bien moins 11, d'accord. Bon, je vais faire tout de suite la numWorks, parce que beaucoup de mes élèves aussi ont la numWorks. Donc ici, on va donc dans le grapheur, vous indiquez donc un élément, donc vous indiquez votre fonction, donc moins, ici, 2, donc le x, il est ici, d'accord, à force, vous allez prendre l'habitude, les puissances, tout ça, donc on descend, on a plus 3x2, voilà. Je m'en sers un petit peu moins de celle-ci, mais vraiment elle est très performante, hein, il faut le dire, c'est un très bel objet. Moins 2. Voilà, on valide. Donc vous avez plein de possibilités. Hein, ça, vous voyez, c'est écrit fonction polynomiale en plus. Donc, je trace le graphique.
Voilà, alors il est déjà presque bien cadré. Alors s'il n'y a pas le moins 1 et le 3, ben, il va falloir un petit peu changer. On va ici, donc dans axe, et vous pouvez indiquer ici, donc les valeurs de x. Donc x va aller ceci, donc entre moins 1 et 3. Voilà, on valide. On est bon. Donc maintenant, alors attendez, comment on ressort de là? On revient, non, on revient pas en arrière, pardon. Écoutez, je ne sais pas, on est revenu. Donc après, on est bien entre moins 1 et 3. On n'est pas assez bas, vous voyez. Donc, il va falloir descendre un petit peu. Donc, là, vous allez régler pareil, hein, de la même façon. Vous descendez. Le y, donc, on va se dire entre... Donc, moins... Alors, on peut mettre autour, mais vous voyez qu'il va descendre pas assez bas. Donc, entre moins 5 et... Ah non, on descend pas assez bas. Donc, il faut que je mette moins 10, moins 15, voilà, et 20, par exemple. Et 10, je crois qu'on avait mis ça tout à l'heure. On valide. On revient sur le... Voilà. Et on a à peu près tout. Vous voyez, donc on a tout ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Hein. Si vous avez des précisions, vous appuyez sur OK. Et là, donc ici, rechercher. On met maximum. Vous voyez, c'est placé ici. 1,6, 7,1. Vous voyez que c'est quand même très très pratique. Donc n'oubliez pas, on appuie sur OK. On recherche ici minimum. On va juste avoir besoin après des zéros. Donc on a bien moins 0,6, moins 4,1, c'est parfait. Voilà, donc vous avez compris comment ça fonctionne. Si vous voulez des valeurs, c'est au même endroit, vous mettez ça, vous cherchez antécédent, vous avez ici tangente interne, donc tout ça, il y a des choses que vous utiliserez à la fin de l'année. Alors les antécédents, pour l'instant on n'en a pas besoin. Moi ce qu'il me faut c'est des images, donc pardon, je fais ceci, je reviens, et là vous pouvez dans le tableau de valeurs tout en haut, dans lequel vous pouvez calculer les valeurs, donc vous mettez moins 1, il calcule tout de suite à côté l'image de moins 1 qui est moins 3. Vous faites pareil pour 3 et ça fait moins 11. Donc on a vraiment une facilité d'utilisation. Il faut bien y penser à la touche OK sur laquelle vous allez chercher les calculs. Alors quand même, allez, faisons les Texas. Comme ça tout le monde aura été servi. Donc vous allez ici dans f de x. Vous rentrez expression, je l'ai déjà fait. Ensuite dans fenêtre, vous réglez votre fenêtre. Donc x minimum maximum, y minimum, y maximum. Vous tracez. Ça donne ceci. Après, eh bien... Donc là, je ne suis pas descendu assez, je crois. Il fallait aller jusqu'à moins 11, oui. Donc, pourtant, oui, moins y minimum, moins 11, on va mettre. Voilà, puisque c'est la valeur en 3. Voilà, on a toute notre courbe. Maintenant, au même endroit que la Casio, vous avez calcul, donc vous allez y aller. Donc, seconde calcul, et vous avez les mêmes choses. Donc, alors, c'est un petit peu différent, parce qu'il faut préciser. Donc, il faut encadrer la zone où vous voulez le maximum. Donc là, vous mettez une... Donc, la première fois, ça paraît un petit peu difficile. Vous encadrez en fait votre maximum. Vous mettez un premier trait à gauche, un premier trait à droite. Je crois qu'on rappuie une troisième fois et ça va placer le point normalement au bon endroit. Il y a une petite erreur. Minimum. Ah oui, non, j'ai mis minimum, pardon. Là, c'était maximum. Donc, je refais. Voilà, on va mettre ça maximum. Faites bien attention. Donc, je valide. Vous pouvez commencer à droite, à gauche. Ça ne change rien. Alors c'est un petit peu moins pratique quand même, hein. C'est pour ça que je préfère, moi personnellement pour les courbes, je préfère la Casio. Là je m'étais trompé, oui j'avais mis dans le mauvais sens. Donc bon, la Texas, il y a ce petit défaut, il faut quand même le dire. Donc je reviens, vous voyez 4. Donc ceux qui ont une Casio, une Numworks se disent qu'ils sont bien faits dans ces moments-là, mais il y a d'autres moments où la Texas est très pratique. Donc, voilà, entrée. On valide. Et vous voyez qu'il va se placer cette fois-ci au bon endroit, donc 1,67. Voilà, je vous montre en direct avec les erreurs qu'un élève peut faire. Vous faites aussi le minimum. Pour calculer les valeurs, eh bien, là, vous n'avez pas ici le même menu, mais c'est valeurs. Donc vous mettez 1. Vous dites x égale moins 1, et comme ça, directement, il vous donne moins 3. Donc ça, c'est pratique. Par contre, il n'y a pas besoin de sortir de là, c'est très très rapide. Maintenant, on arrive à la question 4. Donc, quelle hypothèse peut-on faire sur le nombre de solutions à l'équation f de x égale 0? Alors, je mets hypothèse parce qu'en premier, on n'a pas les connaissances pour justifier ça de façon rigoureuse. Parce qu'ici, quand on regarde le tableau, on voit bien qu'on passe ici de moins 3 à moins 4,1. Donc là, ça ne peut pas faire 0, c'est toujours plus petit que moins 3. Donc ça, on peut le dire. Hein. Sur moins 1 x2, la fonction f est décroissante, donc f de x est plus petit ou égal à moins 3. Donc strictement négatif, donc f de x ne peut pas faire 0.
D'accord, ça, on peut le dire en première, il n'y a pas de problème. C'est la décroissance de f. On a, par contre, après des zones, là, on va de moins 4,1 à 7,1. Voilà. Alors, on peut faire l'hypothèse qu'on va forcément, c'est strictement croissant, on va passer une seule fois sur toutes les abscisses, sur toutes les ordonnées qui sont entre moins 4,1 et 7,1. Alors, regardez les 4 points que j'ai placés, ce sont les points qui correspondent au tableau de variation. La courbe, elle va ressembler à ça, hein, ici. Donc, vous avez une tangente horizontale ici. Donc, après, ça va remonter. Alors, je ne sais pas comment, mais ça remonte strictement. Donc, vous voyez, une courbe qui va ressembler à ça. Et donc, eh bien, à condition qu'il n'y ait pas de trou dans la courbe, on va être obligé de passer à chaque valeur entre moins 4,1 à peu près, et à peu près, et exactement, et à peu près, par 7,1. Donc, vous allez trouver une solution ici, quelque part, entre, donc, x2 et x1. Ici, hein. D'accord, sur une abscisse alpha, qu'on va essayer de trouver la machine. Et c'est pareil, après vous passez de 7,1 à moins 11, donc eh bien, le fait qu'il n'y ait pas de trou dans la courbe, eh bien, et que la fonction soit strictement décroissante, ça va garantir en fait l'existence d'une solution unique, auquel ça s'annule. Donc il y a deux endroits où ça fera 0. Alors la notion qui permet de faire ça en terminale, c'est ce qu'on appelle la continuité. Et quand une fonction est dérivable, eh bien, elle est continue. Et la continuité, ça assure une courbe qui n'a pas de trou. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus 0 sans y passer. Donc ça, vous verrez ça dans un chapitre où vous apprendrez à utiliser une conséquence d'un théorème, le théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé un théorème de la bijection. Ça, c'est pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, cette année, eh bien, on peut dire qu'il y a deux solutions. Une entre x2 et x1 et l'autre entre x1 et 3. Comment trouver ces solutions? Alors là, les calculatrices sont très perfectionnées pour ça et sont parfaites. Donc on va retourner, nous, ici sur notre dessin. Donc, il y a plein de façons de le faire, hein, mais là, on va faire ça très vite. On trace, et vous allez dans les solvers. Ici, dans toutes les calculatrices, vous allez mettre racine. Alors, il y en a sur les Texas, c'est marqué 0. Et là, vous mettez racine, et donc il vous indique la première. Donc, à peu près 0,22977. Alors, je demandais des solutions à peu près. Alors, je ne demandais pas de vous rapprocher. Donc là, je vais donner deux chiffres. On va mettre à peu près 0,30. Et pour l'autre, vous rappuyez une deuxième fois, donc 0,30 et à peu près 2,53. Sur la Texas, vous mettez calcul. Dans le menu calcul, vous mettez 0. Voilà, donc il va, alors encore une fois, borne gauche. Donc il faut encadrer vos zéros. Vous voyez, c'est une petite chose que j'aime pas trop quand même. Mais ça prend quelques secondes. Vous validez. Ça va balayer en fait, on revalide. Et donc vous voyez 0 à 0,29, donc c'est du 0,30. Et vous faites pareil pour l'autre. Sur Numworks, hein, vous allez sur la courbe, OK. Donc là, vous appuyez sur OK, vous allez dans Rechercher, et ici 0. Vraiment très pratique ça aussi. Donc ça fait 0,29, vous mettez ceci, et donc 2,53. Et ça nous donne deux autres points de la courbe, hein. Ça veut dire qu'ici, on va couper l'axe, donc à peu près 0,3, donc à peu près ici. C'est ce que j'ai appelé alpha, et ensuite 2,53 pour bêta, donc à peu près ici. Alors, en ce qui concerne les maximums et minimums locaux, on va mettre ici des petites flèches pour indiquer des tangentes horizontales. Ça permettra de tracer la courbe de façon plus précise. Il faut qu'elle soit vraiment horizontale. Traduit vraiment la tangente horizontale, la dérivée qui s'annule à ces deux endroits. Alors, la question, donc, de la partie de haut, donc la tangente, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 de u. Je rappelle qu'au point d'abscisse petit a, la tangente d'une courbe f a pour équation y égale f' de a x moins a plus f de a. Donc là, c'est une multiplication. Ici, on va appliquer ça pour a égale 1,5. Je rappelle qu'ici, f' c'est moins 6x2 plus x plus 6. Et on va donc calculer f de 1,5 et f' de 1,5. Ensuite, on calcule, on remplace donc dans les expressions x par, enfin x oui plutôt par 1,5, puisqu'ici petit a vaut 1,5, donc j'aurai des 1,5 au cube. Alors, petit du détail, quand on fait 1,5 au cube, ça fait donc 2 fois 1/8, et on simplifie les fractions, surtout. Ça fait un quart, après vous avez pas mal de simplifications. Ici 6 fois 1,5, je rappelle que 6 fois 1,5, ça fait 6,5, c'est idiot de le dire, mais il y a encore des élèves qui font des erreurs. Donc attention, il faut savoir manipuler les fractions sans problème. Donc on trouve ici 3,5 et 15,5 qu'on peut mettre sous forme décimale. Ensuite, bien, on remplace dans la formule que j'ai rappelée. Alors moi je préfère travailler avec les fractions, parce que pour les produits, c'est plus facile. 15,5 fois 1,5, ça fait 15 quarts. Donc ça fait moins 15 quarts plus 6 quarts. Ça fera moins 9 quarts. Pour ceux qui aiment les décimaux, là, vous pouvez. Les valeurs sont exactes. Vous multipliez. Donc sachez que quand on multiplie par 1,5, ça divise par 2. Ça fait donc ici 3,75
Ça fait donc moins 3,75 plus 1,5 qui fera moins 2,25. Voilà donc pour cette question. La question de maintenant, on introduit une nouvelle expression d de x qui sera, je vous le dis, une distance verticale sur le graphique. Et on va calculer d de 1,5 et ensuite on va factoriser d parce que ici hein, il y a une propriété qui dit que quand un polynôme ici s'annule en une valeur, ici 1,5, eh bien on peut le factoriser par x moins cette valeur, c'est-à-dire ici par x moins 1,5. Donc je calcule d de 1,5. Je fais l'effort, hein. Quand on est un élève, il faut faire l'effort de calculer, pas toujours utiliser la machine, parce que les fractions, hein, c'est très important d'avoir de l'aisance, donc on fait très attention. 1,5 au cube, 1/8, 1 quart, moins 3 demi fois 1,5, ça ferait moins 3 quarts. On va tout mettre sur 4, on va ici on peut, parce que moins 2 sur 8, ça fait 1 sur 4, on simplifie par 2. 3 quarts, moins 3 quarts, ça va s'annuler, plus 1 quart, et effectivement, on trouve bien 0. Pour la suite, donc, je rappelle la propriété, comme 1,5, c'est une racine du polynôme d, et bien d de x se factorise par x moins 1,5. Donc pour tout x, on peut écrire que, et là c'est important, d de x, mettez bien d de x, je l'ai mis en bleu parce que parfois, eh bien on se trompe, dans le stress d'un devoir ou d'un exercice, eh bien on écrit l'expression de f. Donc c'est bien l'expression de d de x qu'il faut mettre ici, qui va se factoriser par x moins 1,5. Vous avez ici un polynôme de degré 1, ici un polynôme de degré 3, donc ça se factorise ici avec un polynôme de degré 2, donc du ax2 plus bx plus c. Ensuite, pour trouver les valeurs de a, b et c, on va utiliser la méthode terminale. On peut aller plus vite, mais je vais ici prendre la méthode générale. On développe le côté droit, voilà, proprement, et on va procéder par identification. Alors qu'est-ce que c'est que l'identification? C'est une propriété qui dit que quand deux polynômes sont égaux sur les valeurs de tout un intervalle non réduit à un point, ici donc moins 1, 3, il y a une infinité de points, et bien quand deux polynômes ont les mêmes valeurs sur une infinité de points, et bien les coefficients sont les mêmes, en fait ce sont les mêmes polynômes. Donc ça veut dire qu'ici on va identifier les différentes puissances de x. Donc à gauche et à droite on regarde x3, vous voyez que le a, à droite le x3 il n'y en a qu'un, à gauche c'est le moins 2, donc a est égal à moins 2. Donc on va identifier, donc ici vous avez ce moins 2 que j'identifie avec ce a. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième terme important, la constante. Ici, le seul terme constant à droite et à gauche, il y en a un à chaque fois. Ça revient aussi à remplacer x par 0. On déduit que moins 1,5 de c est égal à donc 1 quart. Donc on trouvera comme ça, vous voyez, la valeur de c très rapidement. Donc, juste après, vous voyez, on écrira a égale 2. Et c égale, donc je multiplie par 2, ça fait c égale moins 1,5, autrement dit moins 2 sur 4. Maintenant, il reste encore bien, les x2. Alors les x2 à gauche, j'en ai qu'un seul, j'ai plus 3, et à droite, j'en ai plus b, et attention, il y a deux termes, moins 1,5. Donc soit sont plus durs à trouver, vous voyez. Pour le a, j'aurais pu le trouver tout de suite, c'est moins 2. Pour le c, on peut le trouver en regardant le produit ici, 1 quart, qui doit être égal à moins 1,5 fois c. Pour les autres, il est découpé en 2. Donc là, je vais écrire b, donc moins 1,5 de a, et ça, je sais que c'est égal à 3. Il me reste encore les coefficients de x, donc moins 3,5. Alors je fais tout, ça permet de faire une vérification. C'est-à-dire que là, si tout se passe bien, votre système va fonctionner sur les 4 équations et vous serez sûr de votre factorisation. Donc j'ai ici, on fait faire un petit peu de place. C, moins 1,5 de b doit être égal à moins 3,5. Donc je vais calculer b, il faut donc 3 plus 1,5 de a. On ne se presse pas. Bon, vous pouvez par contre à la place de a mettre fois 2, puisque a vaut 2. Ensuite, ici, on va calculer la valeur de b. Donc a est égal à 2. B vaut donc 3 plus 1, 4. C vaut moins 1,5. Et on va vérifier la dernière ligne. Donc ça me fera moins 1,5. Moins 1,5 de 4. Qui doit être égal à moins 3,5. Est-ce que ça marche? Moins 1,5, moins... Donc ici, vous voyez, ça fait moins 1,5. Moins 2. Et ça va donner moins 3,5. Donc il y a une erreur. Vous voyez, parce que ça fait moins 1,5, moins 2, ça fait moins 5,5. Donc là, on vérifie. C'est très important cette dernière ligne, parce que si elle est fausse, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. C'est souvent une faute d'inattention, donc on va relire. Donc je relis, donc b moins 1,5 est bien égal à 3, c'est bien le coefficient que j'ai là. J'ai bien recopié ici les bonnes choses, c'est important ça. Et ici, le coefficient de x, c'est bien moins 3,5. Donc je me suis trompé juste ici. Donc, vous voyez, c'est ici, j'ai oublié, vous voyez, le moins 2. Donc très important, je laisse l'erreur exprès, hein, parce qu'il faut comprendre que les 4 lignes,
doit fonctionner. Si tout marche bien, vous ne vous êtes pas trompé. C'est vraiment une vérification absolue pour cette question d'identification. Donc ici, A égale moins 2, donc là, c'est ceci. Donc B n'est pas égal à 3 plus 1, mais 3 moins 1, vous voyez? Important. Il faut savoir trouver ces erreurs. C'est souvent d'ailleurs des erreurs bêtes de recopie. Donc déjà aussi vérifier que vous avez bien pris le D de x au lieu de F de x. Et donc ici, je trouve B égale 2. Je vérifie, donc là, j'ai un 2. Ça fait moins 1 demi moins 1, qui fait bien moins 3 demi, égale moins 3 demi. Donc les 4 fonctionnent, donc vous n'êtes pas trompé. Ça veut dire qu'ici, on peut dire que D de x se factorise en x moins 1 demi fois donc A égale moins 2, moins 2x2, B égale 2, plus 2x, C égale moins 1 demi. Voilà. La question 3, maintenant le signe. Donc, on va en fait chercher les racines de ceci. D'accord? Donc là, je vais calculer delta, b carré, moins 4ac. Quand il y a beaucoup de moins, surtout, on détaille bien. Donc là, je calcule. Alors, je vais essayer d'être clair. Donc, on va aller indiquer racine. On ne sait pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas. De moins 2x2 plus 2x moins 1. Donc, delta égale ceci. Ce qui me fait 4. Moins, ça fait moins. 2 fois 4, 8 divisé par 2, ça fait 4. Je trouve 0. Donc, ça veut dire qu'il y a une racine, qu'on appelle une racine double, qui est x0 égale moins b. Donc on va le mettre en moins b sur 2a sur moins 4. Ça fait 1 demi. On retrouve encore 1 demi. Alors là, vous avez plusieurs options. Quand on connaît bien son cours, eh bien on en déduit ici que moins 2x2 plus 2x moins 1 demi, ça vaut moins 2 fois x moins 1 demi au carré. Ça c'est la factorisation du cours. Quand on a une racine double, ça se factorise en a fois x moins x0 au carré. Ça veut dire qu'en fait, d de x, mais regardez, il y a le moins 2 qui est ici, et vous avez x moins 1 demi au carré, qu'on le remultiplie, ça fait moins 2, x moins 1 demi au cube. Très classique dans ce genre d'exercice avec des fonctions de degré 3. Donc voilà, ça c'est pour ceux vraiment qui auront utilisé la factorisation. Là, le tableau de signes se fera directement. Pour la plupart des élèves, on va faire 2 lignes. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et je ferai quand même le tableau avec une seule ligne ici. Donc on va faire la ligne de x moins 1 demi. La ligne de moins 2x2 plus 2x moins 1 demi. Donc je suis entre moins 1 et 3. Vous remarquez qu'il y a un demi. Donc je ne le mets qu'une fois. Voilà. Et là je vais mettre le signe donc de dx. Vous allez voir que c'est une différence. Donc le signe, ça s'annule pour les deux ici. Donc pour lui aussi. Donc là j'ai moins plus. Ici, parce que ça c'est une fonction affine croissante. Ici j'ai une fonction secondaire, donc une parabole, avec une seule racine, donc on a ceci. Le signe, c'est donc moins, moins. Donc quand on multiplie, ici, j'ai plus 0, moins. Pour ceux qui ont factorisé avec un cube, eh bien, le signe d'un cube, donc x moins 1 demi au cube, le cube, c'est croissant, c'est moins 0 plus 1. Le cube, c'est comme ceci, et celui-ci s'annule en 1 demi. D'accord? Et par contre, il y a un moins 2 qui va changer tous les signes. C'est pour ça que vous avez plus 0, moins. L'exercice n'est pas si simple que ça, il faut le dire. Donc maintenant, on a le signe sur moins 1, 3, positif, nul, puis négatif. Question 4. En déduire en expliquant le lien avec dx, la position relative entre CF et T. Donc, pour étudier la position relative entre la courbe de f et la tangente T, il faut étudier, il faut le signe de f de x moins, donc l'expression le membre de droite de la tangente. Et je rappelle que la tangente c'était y qui est égal à 15 demi de x moins 9 quarts. D'accord? Donc je vais faire f de x moins 15 demi de x moins 9 quarts. Et si je calcule, je dois retrouver d. Donc je le fais tranquillement. Moins 2x3 plus 3x2 plus 6x moins 2 moins 15 demi de x plus 9 quarts. Regardez. Moins 2x3 plus 3x2, ça commence bien. 6, c'est donc 12 sur 2, donc moins 15, ça fait moins 3 demi de x. Moins 2, ça fait moins 4 sur 2, ça fait donc, effectivement, 4, c'est sur 4, ça fait 8 sur 4, plus 9 sur 4, ça fait donc plus 1 quart. C'est exactement d de x. Donc d de x, c'est bien, c'est la différence entre f de x et 15 demi de x moins 9 quarts. Et donc son signe va nous donner la position entre CF et T. Donc, sur
moins 1, 1 demi, ouvert. f de x, moins 15 demi de x moins 9 quarts, et donc positif strictement. Ça veut dire que f de x est plus grand que 15 demi de x moins 9 quarts, et donc, eh bien, CF est au-dessus strictement de sa tangente. D'accord? Ensuite, sur l'autre côté, donc 1 demi 3, le signe est négatif, donc f de x est plus petit strictement que 15 demi de x moins 9 quarts, donc CF est en dessous strictement donc de sa tangente t. Et ensuite, CF et t se coupent au point d'abscisse 1 demi, puisqu'on a un 0 dans le tableau ici. Et on a terminé. On regardera ça dans la partie 4 avec le tracé de la courbe. Vous savez, on va revoir toutes ces choses-là. Alors, on va tracer cette tangente quand même. Donc, j'ai besoin de la valeur de ma fonction donc en 1 demi. Comme ça. Je vais tracer la tangente. Donc, ce point 1 demi, c'est 1,5. Ah, on l'avait déjà fait, f de 1 demi. Donc, ça veut dire que si je veux tracer cette tangente, il me faut 2 points. Donc, déjà, on a vu que pour 1 demi, on avait trouvé 1,5. Donc on va mettre 15 demi de x moins 9 quarts. Et pour 0, ça fait moins 9 quarts. Moins 2, 25. Donc je place. Donc en 1 demi, ça fait 1,5. Donc on est par ici. Et ensuite, en 0, on est à moins 2, 25. Donc 3 est là, 2, 25, c'est ici. Donc je vais tracer cette droite. Et voici ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, j'ai donc ici les points qui apparaissent, les 4 points qui apparaissent dans le tableau. Les doubles flèches pour indiquer les tangentes horizontales. On a ici notre tangente que j'ai tracée en pointillé vert, avec 2 points qu'on a trouvés tout à l'heure ici, que j'avais appelé bêta, c'est les racines, et alpha. Alors ici, hein, si on zoome, là il n'y a pas, la courbe est très près de la tangente, mais elle ne se coupe pas en alpha, elle se coupe ici, sur ce point-là, qu'on va détailler dans la partie suivante. Hein. Ce point s'appelle un point d'inflexion. C'est un point très particulier parce que si vous regardez bien, la position de la courbe avant la tangente, on a vu la courbe est au-dessus de sa tangente, et quand on passe ce point-là, la courbe passe en dessous de la tangente. La tangente va traverser, la courbe pardon, va traverser sa tangente. Et ça, c'est en mathématiques très important. Maintenant, sur cette courbe, il n'y a qu'un seul point comme ça. C'est ce point-là. Partout ailleurs, la courbe ici ne traversera pas sa tangente. Si vous regardez, par exemple, n'importe où ici, vous prenez ce point-là, vous tracez la tangente, et bien la courbe arrive par-dessous et repart par-dessous. Prenons un autre point, par exemple ici, si je trace la tangente, elle est par là, vous voyez que la courbe arrive par-dessus et repart par-dessus. C'est le cas quasiment partout dans une courbe. Quand vous êtes sur une tangente, souvent la courbe est du même côté de la tangente sur une zone localisée autour du point. Ici, c'est complètement différent. Vous arrivez par-dessus, vous ressortez par-dessous. Ça s'appelle un point d'inflexion. C'est très important comme point. Ça va être l'occasion d'empiéter un petit peu sur le point de terminal sur un chapitre qu'on appelle la convexité. Et ça sera la partie, justement, la partie donc 3. Donc pour étudier cette fameuse convexité, donc j'indique question 4 hors programme, on peut quand même faire des choses de près, c'est-à-dire calculer ce qu'on appelle la dérivée seconde. Pour ça, on va dériver f'. Donc je rappelle que f' de x, on avait trouvé que c'était moins 6x2 plus 6x plus 6. Ça veut dire que f' de x, donc la fonction f', c'est ce qu'on appelle une fonction polynomiale. F' de x est un polynôme, f' est une fonction polynomiale, donc dérivable sur son domaine de définition. Donc ici, sur son ensemble ou son domaine de définition qui est ici, donc moins 1, 3, donc pas de problème. C'est-à-dire qu'un polynôme, enfin une fonction polynôme, vous pouvez la dériver autant de fois que vous voulez, parce qu'en dérivant, c'est toujours un polynôme. D'ailleurs, au bout de quelques fois, ça va s'annuler. Et donc, on obtiendra f' de x1 pour x appartenant à moins 1, 3. On essaie toujours de donner l'ensemble sur lesquels sont valables les choses. C'est pour ça que j'indique à chaque fois pour x appartient à moins 1, 3. F seconde, donc on dérive. Moins 6 fois la dérivée de 2x, de x2 qui est 2x, plus la dérivée de 6x qui est 6, la dérivée de 6 qui fait 0. Ou alors vous dérivez 6x plus 6 tout de suite qui donne 6. Et directement, normalement, on écrit plutôt moins 12x plus 6. Voilà. On va faire le signe. C'est très simple à faire.
D'accord? Le sin de f seconde. Donc la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de f'. Donc je suis sur moins 1, 3. F seconde de x, c'est très simple. Alors attention, c'est une fonction affine décroissante. Il y a un moins 12, donc ça décroît. Donc on regarde. Quand est-ce que ça vaut 0? Eh bien, c'est très simple. Ça fait x égale moins 6 sur moins 12. Et on retrouve 1 demi. Ce fameux 1 demi de la partie précédente. D'accord? Donc 1 demi, 0. Par contre, c'est décroissant, donc plus, moins. Et là, on a donc le signe de f seconde. Le signe f seconde, parce que si vous dérivez f', en fait, c'est f seconde. Donc, le signe de f seconde, c'est le cours, va nous donner les variations de f'. Donc, f' de x va être croissante et décroissante, strictement. Donc, on a une dérivée qui d'abord augmente toujours et ensuite diminue toujours. Alors, regardez, ici, j'ai tracé la tangente au point d'abscisse moins 1. Vous voyez, tangente dont la pente est négative. Mais ce qui va se passer, ce qui m'intéresse, c'est les variations de ces pentes. Quand je déplace mon point, eh bien, vous voyez que les pentes augmentent. Toute la première partie de la courbe jusqu'ici, les pentes des tangentes augmentent, vous voyez bien. Et donc la dérivée, elle est croissante strictement. Quand on arrive à ce point, ce fameux point d'inflexion, eh bien regardez, là, les pentes diminuent. Donc on a donc une dérivée f' qui est décroissante. Et bien ça, c'est un phénomène en mathématiques qu'on fait entrer dans un chapitre qui s'appelle la convexité. Sur la partie où les pentes sont croissantes, on dirait que la fonction est convexe. Donc je répète, vous voyez, à gauche, la courbe est... Donc si les pentes descendent, c'est-à-dire que la courbe est au-dessus de ces tangentes. Hein. Au point ici, donc exactement un demi, il y a un changement comme ça radical. Et maintenant, les tangentes sont au-dessus de la courbe. La courbe est en dessous, vous voyez. Et donc, je répète qu'à gauche, on dit que la fonction est convexe. Sur l'intervalle moins 1, 1 demi. Et sur l'intervalle 1 demi, 3, on dira que la fonction est concave. D'accord? Vous étudierez ça bien plus en détail en terminale. Mais donc, sachez que pour trouver un point d'inflexion, si la fonction est deux fois dérivable, eh bien, on va chercher le signe de cette dérivée seconde. Ça nous donnera les variations de f' qui, elles, nous indiqueront comment évoluent les pentes de la courbe. Voilà. Et vous voyez qu'on retrouve bien là les résultats de la partie. On a étudié la position par rapport à la tangente, hein, donc il n'y a pas de problème avec notre partie. Donc c'était la partie 2. Voilà, il me reste maintenant la partie 5. J'ai déjà fait tous les tracés. Hein. Maintenant, partie 5. Recherche de tangente particulière. Donc, au point d'abscisse, moins 1 de la courbe, la tangente, donc j'ai appelé t-1, a pour coefficient f'-1 égale moins 6. Montrer qu'il y a un autre point de la courbe pour lequel la tangente est parallèle à t-1. Quel est son abscisse? On regarde tout de suite sur donc, notre courbe. Voilà. Alors, je vais préparer une petite animation encore. Donc là, c'est la tangente au point d'abscisse moins 1. Vous voyez, il y a une pente, ça met un moins 6. Eh bien, on cherche une autre tangente ou d'autres tangentes qui seraient parallèles à celle-ci. Donc, je vais, comme si j'avais une règle, hein, eh bien, je vais tracer les parallèles. Est-ce qu'il y a un endroit où on a une tangente? Eh bien, vous voyez, pour l'instant, pas du tout. Mais ici, par là, voilà, en fait, ici, certainement. Donc, il semble qu'on ait une tangente ici qui soit parallèle. Il n'y en a qu'une seule, hein, donc on va retrouver ça bien sûr pour les calculs. Et ça a l'air d'être au point, donc je vais placer ce point-là. Ça a l'air d'être au point d'abscisse, donc je vais pas, on va prendre ce point, au point d'abscisse 2. Alors lui, il ne s'est pas placé au bon endroit. Effectivement, il semble bien que la tangente en 2 soit parallèle à la tangente en moins 1, donc on va aller vérifier ça. Alors, on ne dit pas tangente en 2, hein, officiellement on dit tangente au point d'abscisse 2 pour être très rigoureux. Donc voilà, ça c'est le dessin maintenant pour faire le calcul. Donc il va falloir trouver les endroits où la dérivée vaut moins 6, c'est-à-dire que la dérivée en ici doit être la même que là. Donc ça c'est une petite équation, on va juste résoudre. Hein. On résout sur l'intervalle moins 1, 3. On résout bien sûr avec un t, f' de x égale moins 6. Donc f', ça faisait moins 6x2 plus 6x plus 6 égale à moins 6. Donc on va tout mettre du côté droit. Ça, on n'aura plus le moins devant. Ça fait 6x2 moins 6x moins 12. Donc vous voyez qu'on divise par 6. Ça fait x2. C'est une équation, donc je peux diviser par 6 sans problème. C'est même pas la peine de factoriser. On divise. Ça fait ceci. Et on va donc résoudre cette équation du second degré. Très simple. Delta b carré moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui fait 9. De toute façon, on sait que déjà, il y a une solution en moins 1, puisque f' de moins 1 vaut moins 6. Donc, deux solutions. x1 égale moins b, moins 6 moins racine de 9, donc 3 sur 2a, sur moins 12. Pardon, là j'avais pris un a qui est égal, excusez-moi, j'ai pris la mauvaise équation. Attention, vous voyez là, j'ai pris les coefficients
presse avant simplification, il faut que je prenne cela. Donc, moins b, ça fait 1, moins 3 sur 2. Je trouve bien moins 1, on retrouve moins 1. Et x2, 1 plus 3 sur 2, ça fait bien 2. Donc, il y a un autre point. Donc, ce point, il a pour abscisse 2. Donc, on rappelle peut-être sur sa copie que f'-1, c'est la pente de t-1. Et donc, on trouve f' de 2 égale f' de moins 1. C'est la seule autre solution. Donc, l'abscisse cherchée, c'est 2. Et on a terminé ce, je trouve, joli exercice. Hein. Si vous savez faire ça vraiment en première, vous êtes déjà vraiment dans les bonnes conditions pour aborder la terminale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.